القصة هي قصة الحياة السياسية. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. À Saïda, une dizaine de manifestants contestent la solution à la crise des déchets proposée par le gouvernement. Les activistes refusent que les ordures d'autres régions soient traitées dans l'usine de tri de la ville. Laurent Fabius dément s'être opposé à la possibilité de frappes aériennes en Syrie. Le chef de la diplomatie française exprime ses inquiétudes face au possible renforcement des moyens militaires russes dans le pays. Le chef du principal parti pro-kurde de Turquie dénonce le couvre-feu imposé par les autorités aux habitants de Syrie au sud-est du pays. Et dans ce journal, on ira aussi à l'Institut du monde arabe à Paris qui dévoile le résultat de 20 ans de fouilles en Égypte. On débute ce journal par cet incendie qui s'est déclaré il y a près d'une heure au Liban Sud. Le feu a démarré dans la vallée de Ounin, non loin de Oula. Les flammes ont provoqué l'explosion de mines laissées par l'armée israélienne. Les pompiers s'activaient en vue de maîtriser cet incendie qui aurait été déclenché en raison de la température élevée. Saïda refuse à son tour le plan de traitement des déchets du gouvernement. Des dizaines de manifestants ont tenu un sit-in à proximité de l'usine de tri d'ordures de la région. Un centre désigné par le gouvernement pour recevoir de 200 à 250 tonnes de déchets par jour. Les activistes ont critiqué la décision du chef de la municipalité de Saïda d'accepter la proposition du gouvernement. Ils refusent catégoriquement que cette usine serve à traiter les ordures de régions supplémentaires. Selon eux, le centre est mal géré et présente des risques sanitaires pour le voisinage. Les manifestants réclament donc qu'elle soit inspectée par des experts de l'environnement pour déterminer sa conformité aux normes internationales. Le plan proposé par le gouvernement est loin de faire l'unanimité. Hier, le conseil municipal de Naamé a refusé la réouverture de sa décharge. Le ministre de l'Agriculture fait aujourd'hui cette réponse qui se veut rassurante. Naamé ne rouvrira pas une seconde tant que les autres décharges prévues ne l'auront pas été, déclare Akram Cheayeb dans un entretien au journal Anar. Selon le ministre, tout le monde est appelé à participer à la solution. Une solution qui, poursuit-il, doit venir de l'État. Je vous rappelle que le plan adopté mercredi par le Conseil des ministres prévoit notamment la réouverture du dépotoir de Naamé pour 7 jours, ainsi que l'aménagement de 2 décharges supplémentaires dans le Hakar et l'Anti-Liban. Alors que cette crise des déchets a déclenché une vague de mobilisation populaire quasi quotidienne, le patriarche maronite appelle les manifestants à se focaliser dans leurs revendications sur l'élection d'un président de la République. Depuis le Casa de Haleh, où il effectue une tournée, Bchara a par ailleurs salué et remercié les manifestants et les grévistes de la faim qui réclament la démission du ministre de l'Environnement, Mohamed Machnouk. Les pays de la région peuvent nous aider sur la question des réfugiés. Déclaration de Gebran Bassil à l'agence de presse Reuters. Tous ceux qui sont concernés par le conflit en Syrie doivent partager le fardeau, a poursuivi le ministre des Affaires étrangères. Alors que plus d'1,1 million de Syriens sont au Liban, le chef de la diplomatie libanaise lance donc un appel aux États arabes. Et alors qu'ils sont aussi des milliers à risquer leur vie pour atteindre l'Europe, l'accueil très limité par les monarchies du Golfe de réfugiés de Syrie suscite actuellement critiques et interrogations sur la solidarité arabe. Plusieurs millions de réfugiés syriens pourraient tenter de trouver l'asile en Europe, estime le directeur régional de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, qualifie de son côté la crise migratoire de peut-être plus grand défi de l'histoire de l'UE. Le Haut-Commissariat aux réfugiés a demandé la création immédiate de centres d'accueil en Italie, en Grèce et en Hongrie. Alors quels sont aujourd'hui les principaux pays de refuge des Syriens qui fuient le conflit? Le rappel des chiffres avec Sophie Guignon. Sur les routes de l'exil, 4 millions de Syriens ont fui pour souvent rejoindre des camps de réfugiés de l'ONU. Ces camps, censés être temporaires, sont devenus des villes. La majorité de ces réfugiés ont rejoint la Turquie, le Liban, la Jordanie ou encore l'Irak. De plus en plus de Syriens quittent ces pays pour rejoindre l'Europe en passant par la route des Balkans, via la Grèce, la Macédoine et la Hongrie. Depuis le début du conflit, 350 000 demandes d'asile ont été faites en Europe, principalement en Allemagne et en Suède. À eux deux, ces pays accueillent la moitié des migrants syriens.
Suivent la Serbie, la Hongrie et l'Autriche. Loin derrière, la France ou encore le Royaume-Uni. Mais beaucoup de Syriens sont restés dans leur pays. D'après l'ONU, 12 millions de personnes ont besoin d'assistance. On les appelle des déplacés internes. Sans sortir des frontières, nombre de Syriens fuient les combats entre les soldats du régime, les rebelles et l'organisation de l'État islamique. 7 600 000 personnes ont quitté leur foyer, dont plus de 5 millions d'enfants. Une génération brisée par la guerre. Depuis le début de l'année, la plupart ont fui Raqqa, la capitale de l'organisation de l'État islamique, et Deir ez-Zor. Direction Alep, Latakié, la région de Homs et Damas. Des portes vers la Turquie au nord et le Liban au sud. Laurent Fabius dément s'être opposé à la possibilité de frappes aériennes en Syrie. Interrogé sur ce point par des médias français, le ministre français des Affaires étrangères a assuré qu'il s'aligne avec la stratégie dévoilée lundi par le président François Hollande. Ce changement de cap consiste en des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie qui permettront éventuellement à la France de frapper des cibles au sein de l'EI. Un premier survol a eu lieu dès mardi, mais aucune frappe n'a encore été décidée, a précisé Laurent Fabius. Le chef de la diplomatie française a par ailleurs exprimé son inquiétude face aux informations selon lesquelles la Russie procède à un renforcement de ses moyens militaires en Syrie. La Chine a admis qu'un de ses ressortissants était probablement aux mains du groupe État islamique. Pékin assure avoir lancé une réponse d'urgence à la situation. Les djihadistes ont annoncé mercredi qu'ils détenaient un otage de nationalité chinoise ainsi qu'un Norvégien. Ils demandent une rançon d'un montant non spécifié contre leur libération. L'EI identifie l'otage chinois comme répondant au nom de Fang Yongyi, un consultant âgé de 50 ans. Dans un instant, nous ferons le point au Japon. 25 personnes sont portées disparues après de violentes intempéries. L'aviation turque a mené la nuit dernière des frappes contre le PKK dans le nord de l'Irak. Au moins 60 combattants sont morts dans ces bombardements. Selon l'agence de presse turque Dogan, l'opération a mobilisé 21 chasseurs qui ont visé 64 cibles. Ces mêmes sites avaient déjà été visés au début de la semaine par l'armée turque en représailles à une attaque du PKK contre un convoi militaire qui avait tué 16 soldats à Daglika. Et sachez par ailleurs qu'un groupe armé peu connu a revendiqué l'enlèvement la semaine dernière de 18 employés turcs d'une entreprise de travaux publics à Bagdad. Le groupe a présenté une liste de demandes à la Turquie en échange de leur libération. Et le chef du principal parti pro-kurde de Turquie a encore dénoncé ce vendredi le couvre-feu imposé par les autorités aux habitants de Syrie au sud-est du pays. Une mesure qu'il compare à la peine de mort. La ville est en proie à des combats meurtriers entre l'armée et les rebelles kurdes. Cécile Galuccio nous en dit plus. Ils n'iront pas plus loin. Députés et leaders du parti pro-kurde HDP sont bloqués par la police à quelques mètres de Jizre, carrefour avec l'Irak et la Syrie. Ce bastion kurde, sous couvre-feu depuis plusieurs jours, est quadrillé par l'armée turque. L'opération vise les combattants du Parti des travailleurs kurdes, le PKK, omniprésent, de jour comme de nuit. Selon nos informations, l'organisation terroriste a perdu une trentaine d'hommes. Nous voulons éliminer ceux qui privent nos concitoyens de leurs droits et de leur liberté. Il est impossible de donner un bilan précis, mais la nourriture manque et l'électricité est coupée dans cette ville de 130 000 habitants. Le siège de Jizre est un épisode de plus dans l'escalade de violence entre Ankara et la rébellion kurde. Ces derniers jours, 30 militaires turcs ont été tués et l'armée poursuit les rebelles jusqu'en territoire irakien où ils trouvent refuge. Tout le monde doit être conscient de notre détermination dans notre lutte. Les frappes aériennes dans le nord de l'Irak se poursuivent et nous avons obtenu d'excellents résultats. Le HDP, parti politique légal avec 80 députés, dit avoir subi plus de 400 attaques dont celle de son siège, en partie brûlée. Le quotidien Hurriyet a lui été visé par des partisans du président Erdogan. Les fenêtres sont cassées. Vous pouvez voir dans quel état est le hall d'entrée. Cela montre à quel point la liberté de la presse est menacée. C'est dans ce climat de violence que sont programmées des élections législatives anticipées le 1er novembre. Les précédentes n'avaient pas permis au président Erdogan d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Mahmoud Abbas salue la décision de l'ONU de hisser le drapeau palestinien sur le fronton de son siège. Depuis Ramallah, le président de l'autorité palestinienne a déclaré que la lutte se poursuivrait jusqu'à ce que le drapeau palestinien flotte sur Jérusalem. Hier à New York, l'Assemblée générale a adopté cette décision par 119 voix contre 8 et 45 abstentions. Je vous propose d'écouter les réactions des ambassadeurs palestiniens et français à l'ONU. Le vote d'aujourd'hui réaffirme la légitimité des aspirations nationales du peuple palestinien, de leur existence parmi les nations du monde et de leur droit à l'autodétermination, à être des gens libres qui ont un contrôle sur leur vie et leur avenir au sein d'un État indépendant. L'adoption de cette résolution par l'Assemblée générale va aider à redonner un peu d'espoir à notre peuple et à ses dirigeants pour qu'ils poursuivent sur la voie pacifique, non violente, politique et légale qu'ils ont choisie. Et d'abord un vote en faveur de la solution des deux États, qui doit rester notre boussole à tous et qui reste plus que jamais celle de la France. La France fait ainsi le choix de la cohérence. Dès 1982, devant la Knesset, le président Mitterrand appelait à la création d'un État palestinien. La France n'a pas depuis lors divergé de cette voie en soutenant à chaque étape le rehaussement du statut de la Palestine. Les secours s'activent à Joso, la ville de l'Est du Japon, en proie à de violentes inondations. 25 personnes sont portées disparues, des centaines d'autres sont bloquées depuis hier. Les pluies diluviennes ont déjà fait 3 morts dans l'archipel. Les explications de Leila Sali. La ville de Joso, complètement dévastée. Vendredi matin, le calme est revenu, mais sur son passage, la tempête tropicale Eto a tout balayé. Dans les rues, les habitants impuissants constatent les dégâts. Ceux qui le peuvent tentent de récupérer quelques affaires dans ce qu'il reste de leur maison. Pompiers, gendarmes, militaires, les sauveteurs ont œuvré jusqu'à l'aube pour porter secours aux habitants prisonniers des eaux. Plus de 30 000 personnes ont été évacuées de la ville. Les gymnases ont été réquisitionnés pour les accueillir. Je n'ai jamais vu ça avant, c'est la première fois. Pour l'instant, je ne peux pas rentrer chez moi et j'ai peur de retrouver encore plus d'eau dans ma maison. Dans certaines zones, 48 heures de pluie sans interruption. C'est plus du double de ce qui tombe normalement au mois de septembre. Inquiètes, les autorités japonaises ont mobilisé plus de 5000 hommes dans les zones inondées. Le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour aider ceux qui attendent des secours. À l'heure qu'il est, nous vérifions la sécurité de chaque personne, une par une, en recueillant diverses informations. Je ne ferai aucun commentaire sur le nombre de disparus. En tout, plus de 100 000 personnes ont reçu l'ordre de quitter leur maison. Les alertes de niveau maximum sont toujours en vigueur. Vendredi matin, dans la préfecture de Miyagi, une autre rivière a débordé, causant de nouvelles évacuations. Au moins 20 civils ont été tués par l'explosion de roquettes tirées par les rebelles chiites sur un marché de la ville de Marib au Yémen, à l'est de la capitale Sanaa. L'attaque est intervenue quelques heures après un raid aérien de l'aviation de la coalition arabe soutenant le gouvernement qui a tué 7 rebelles Houthis. Le conflit au Yémen a fait près de 4500 morts depuis le lancement fin mars par la coalition de ces frappes dans le pays selon l'ONU. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. À Saïda, une dizaine de manifestants contestent la solution à la crise des déchets proposée par le gouvernement. Les activistes refusent que les ordures d'autres régions soient traitées dans l'usine de tri de la ville. Laurent Fabius dément s'être opposé à la possibilité de frappes aériennes en Syrie. Le chef de la diplomatie française exprime ses inquiétudes face au possible renforcement des moyens militaires russes dans le pays. Le chef du principal parti pro-kurde de Turquie dénonce le couvre-feu imposé par les autorités aux habitants de Siré, au sud-est du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. القصة هي قصة